Et non. Ah non. Donc là, on a l'air d'être pas Oh. mal. Vas-y, parle un peu, Jeff, pour voir. Oui, j'aime beaucoup Magnussen. Bon, ok. Ta cam suit pas beaucoup, mais au moins, ça Bah, fonctionne bien. j'éviterai de trop bouger comme ça. Voilà. Très bien. Angel, Ça il est ira. bon. Ça, c'est cool. Oui, parce que dans OBS, t'es ici, Angel. En fait, t'es en haut là-bas. Là, j'ai Jeff Magnifique, et moi, je suis magnifique. parfait. Donc voilà. Bon, bah, c'est bien. Eh bien, écoutez, je propose qu'on passe direct au petit générique. Et puis, attends, je suis bien en train de rec. Oui, c'est bon. On va passer au générique et après, je vous fais le décompte 5, 4, 3, 2, 1. Et du coup, on va envoyer la sauce. Vous êtes prêts? Parce que ça Ok. commence maintenant. Ouais. Et what up les gens, c'est Despiolo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief. Pas comme celle à laquelle je vous avais habitué avant, mais aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo débrief avec les puputes. Et oui, parce que ça vous a bien plu et du coup voilà, donc on se retrouve avec Jeff Harvick. Salut Jeff. Salut. Salut, il n'y a même pas de bonsoir tout le monde. Bah, si tu veux. Si. Bonsoir. Alors là, on vient d'exploser les oreilles de tout le monde, mais c'est pas grave. Salut Angel, Angel du 038 qui vient pour nous prêter main forte sur ce débrief. Salut Angel. Eh ben, merci pour l'accueil et bonsoir à tout le monde. Allez, donc aujourd'hui, je vous le dis, débrief un peu spécial. On va faire un coucou aussi aux gars de Racing News qui nous avaient invités pour faire une vidéo débrief sur la mi-saison. Et du coup, on s'était dit, bah en fait, finalement, ce serait peut-être pas trop mal, au vu de nos emplois du temps, de se retrouver pour faire des débriefs à chaque Grand Prix comme ça. Et va y avoir de la déconne. Alors, au sommaire ce soir, Grand Prix de Spa-Francorchamps en Belgique. Une fois, donc effectivement, on est en Belgique et pour le coup, c'est un monument. Ce circuit est un monument, c'est un juge de paix. Ça permet beaucoup de dépassements, comme on a pu le voir aujourd'hui notamment. Il y a eu toujours des courses un peu faux-folles, notamment en 98, où là, les gens, ils avaient passé la source, ils sont même pas arrivés au Raidillon, que c'était le bordel. Et puis on a aussi évidemment le Grand Prix de 2008, où il s'est passé pas mal de choses. Tout comme en 2014, où là, Rosberg, le pauvre, s'est fait fermer la porte gentiment par Lewis Hamilton et l'avait touché au niveau de la roue arrière gauche si je ne m'abuse. Donc voici un petit peu le décor du Spa-Francorchamps, monument de la F1, etc. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de ce circuit en deux mots, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors deux mots, c'est le premier virage après la ligne de départ arrivée. C'est la casse. La casse. Jeff, pour toi? Le plus beau circuit de la saison. Ah oh, attention, attention, quand on arrivera à Ah oui, Suzuka, oui. ça va être autre chose là. Oh là 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 là, Non, j'aime ça va pas, être... j'aime pas. Oh, ça c'est fait. Ok. Bon, alors on a parlé du circuit, maintenant on va parler du débrief à proprement parler. Et alors là, du coup, pour le débrief, messieurs, j'ai pris des petites notes, comme toi, Angel. On l'a dit sur Twitter qu'on avait pris des notes, sauf Jeff. Jeff, il a pas pris de notes. On va Non, commencer t'inquiète, par le c'est dans ma commencement. tête. Je vais vous animer un petit peu le débat, en fait. Et donc voilà. Alors, le commencement, c'est le départ, tout simplement. On va dire. Au niveau du départ, donc on a notre cher Verstappen qui part deuxième, qui est un petit peu chez lui, et puis qui se foire légèrement, on va dire, sur le départ. Et puis finalement il s'infiltre à l'intérieur, et puis pas de bol, il y a les deux Ferrari à l'extérieur, et bah ça se touche. Donc, est-ce que Verstappen a eu raison de se mettre à l'intérieur? Est-ce que Vettel a eu raison ou tort justement de se rabattre un peu trop fort sur son coéquipier Raikkonen? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vas-y, Jeff. D'accord. Euh, alors, je pense que Verstappen a voulu rattraper son erreur en fait du départ, parce qu'il a quasiment calé, et donc a voulu rattraper et dépasser Raikkonen et Vettel, donc en s'infiltrant à l'intérieur au premier virage, là où il n'y a pas la place. Donc Raikkonen le voit, je pense que c'est pour ça en fait qu'il fait un petit écart, et Raikkonen touche Vettel sans toucher Verstappen. La manœuvre de Vettel, je pense tout simplement que bah, lui il ne voyait pas Verstappen, à 2 sa manœuvre aurait passé, à 3 on a vu le résultat. Et pour toi, Angel, alors à 3, on a vu le résultat, ça s'est fini en tête à queue pour Sébastien Vettel, et derrière, ça a été compliqué de ramener la bagnole au stand, tout comme pour Raikkonen d'ailleurs.
Ouais, c'est clair. Enfin, là, pour moi, Verstappen a pris des risques inconsidérés. Raikkonen, à mon avis, s'attendait pas à voir la Red Bull comme ça dans le côté droit de sa voiture. Il a été surpris. Il a mis, enfin, il a débraqué son volant. Voilà pourquoi il a touché Vettel. Donc rebond et puis ça finit sur l'aileron avant de la Red Bull. Vettel dehors, les deux Ferrari encore au tapis. Mauvais début de course en tout cas pour les rouges. Ça fait mal, surtout pour la rentrée, ça fait très très mal pour la Scuderia. Un peu compliqué, on en reparlera je pense de la Scuderia dans notre petite rubrique Off the Track, évidemment. Vous découvrirez ça en fin de vidéo, évidemment. Alors, du coup, on va reparler un petit peu du début de course, toujours pardon. Ça a été très chaud, hein. Ce premier tour a été très très chaud, et notamment pour notre cher garçon Pascal Wehrlein qui a pas arrêté de lever les mains ce week-end du volant. Là, il passait plus le temps avec la main dehors que sur le volant. Et ce cher monsieur Wehrlein est venu emboutir la McLaren bien comme il fallait de Jenson Button. Est-ce que Wehrlein a eu beaucoup trop de pression de la part de Esteban Ocon qui quand même arrive du TTM, a gagné le GP3, a gagné la F3 Europe, etc. Les deux ne s'aiment pas, et puis le Ocon, il n'est pas protégé que de Mercedes, il est aussi protégé de Renault. Donc est-ce que comment il s'appelle, le Pascal là, est-ce qu'il n'a pas eu un petit peu trop de se dire oh putain j'ai la pression parce que Arianto il était gentil quoi. Ah, c'est sûr que là, pour le coup, Ocon, c'est peut-être pas le même niveau qu'Arianto, c'est pas les mêmes supports, donc effectivement, il a peut-être pu avoir une pression supplémentaire. Et puis avec tout ce qui s'est passé dans le premier tour, dans cette course qui était un peu folle, il s'est trouvé peut-être une opportunité de se faire démarquer et puis se faire voir par rapport à l'écurie pour leur dire attendez, moi j'existe. Il n'y a pas que Ocon ce week-end, donc il a peut-être voulu en faire un peu trop et puis voilà. Pour toi C'est Jeff? un peu l'erreur classique. Enfin, c'est un peu toujours ce qui se passe quand un équipier se retrouve avec un petit nouveau dont on donne que le meilleur, dont on dit que le meilleur. Il veut montrer que lui aussi est là et souvent il fait une erreur. Pour Verlaine, bah voilà, c'est Button. Je pense qu'il aurait largement pu l'éviter, qu'il aurait pu freiner et l'éviter. Et voilà, il a voulu pas en faire. C'est tout. Et oui, et au lieu de ça, il a bien, hein, voilà, je te rentre Ah bah dedans. c'était très joli, hein. C'était un beau petit bisou. Un magnifique bisou. Alors du coup, il n'y a pas eu que ça. Bon, ça c'était le premier tour, on va dire. On a eu Sainz qui allait faire un petit peu de jardinage avec un aileron arrière complètement plié qu'il n'a pas réussi à ramener à la maison de toute façon. Bon, D'ailleurs, oui, il Jeff. aurait, c'est bizarre quand même que Sainz, avec la suspension arrière et l'aileron arrière cassé, retourne sur le circuit pour faire une petite ligne droite. Voilà. Ouais, Incompréhensible. là, il y a un moment où il aurait peut-être dû s'arrêter. Voilà. Et Il oui. avait peut-être envie de rentrer l'aileron, le mettre dans le coffre, un petit peu comme s'il avait fait ses courses, je sais pas, mais Oui, là il a fait de mauvaises courses là pour le coup. Et là, c'est pas bien passé. Bon, alors autre chose sur ce Grand Prix, évidemment, ça a été l'incroyable crash de Kevin Magnussen en haut de la source qui s'est fait piéger par une simple petite bosse, tout simplement. Petit coup de raquette et petit mur de pneus à la clé, ça fait très mal. On a même vu la protection qu'ils ont sur les côtés pour le casque du pilote qui a simplement jarté avec la violence de l'impact. Il s'en sort avec une cheville, hein, une douleur à la cheville. Alors aujourd'hui, pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça donne évidemment en termes de blessures et qui Ah, va il le a rien. remplacer peut-être. Pour l'instant, il a Il y a rien. il y a l'info, il a rien, Ok. il a juste une plaie et il se dit prêt pour le Grand Prix d'Italie. Ah bah voilà, info de dernière minute par Jeff Harvick. Merci Jeff. Donc effectivement, gros crash. On se fait surprendre en haut de la source, on se fait déstabiliser par le vibreur, le pneu qui s'écrase et puis du coup coup de raquette incroyable. Votre avis sur la dangerosité de l'accident? Ça remet en question la sécurité sur les circuits, la sécurité peut-être des voitures aussi. Est-ce que du coup ça change la donne d'un point de vue tout simplement, comment dire, protection et ce genre de choses? Est-ce que, comme disait Jacques Villeneuve, est-ce qu'il faudrait pas simplement la fixer cette protection au lieu qu'elle soit détachable pour éviter que dans ces problèmes ça se dégage et puis que le pilote il en prenne plein la gueule tout simplement? Qu'est-ce que vous en pensez de ce crash aussi et puis de cette erreur de pilotage tout de même? Personne, d'accord.
Non, je laissais la politesse à Jeff pour le coup. Je voulais Donc faire même. c'était très impressionnant de voir la Renault partir. Visiblement, ils ont eu droit à leur F1 2016 eux aussi, avec la nouvelle contrôle de traction qu'ils ont été obligés de désactiver. Et effectivement, en haut du raidillon, sans contrôle de traction, du coup, la voiture elle dandine. Faut faire gaffe, faut la soulager un peu. Non, blague à part, je pense que il s'en sort très bien par rapport à la violence de l'impact. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Heureusement, il n'y avait pas encore une grue qui traînait dans le coin, parce qu'on a vu à quelques mètres près, il y avait quand même un trou où il y avait que le rail, il n'y avait pas de pneu, donc ça aurait pu taper plus fort. Et puis bon, ouais, effectivement, la protection du casque qui a jarté, peut-être une fixation, revoir la fixation de cet objet, ou je sais pas. Ouais. Mais Et pour toi, Je sais pas. La protection qui part, donc moi je l'avais déjà dit, je crois que c'est la première fois que je vois ça, et ça m'a l'air d'être un cas qui est assez exceptionnel. Normalement, il y a quand même une espèce de petit clips Ouais, il y a des attaches. pour que ça bouge pas. Ouais. Donc que ça vole, je dirais que c'est un peu... ça va pas se reproduire à chaque fois. C'est comme le volant qui est parti pour Ericsson quand il s'est crashé en Grande-Bretagne. C'est pas quelque chose qu'on est censé voir à chaque fois. Oui. Donc bon, oui, ça s'est produit là, c'est assez effrayant. Je pense pas que ça se reproduira à chaque fois. Pour le coup du rail, où il n'y a pas de pneu, il y a l'air d'avoir un mur qui protège juste avant. Alors après, est-ce que c'est une question d'angle et du coup on a l'impression qu'il y a un rail qui est complètement à découvert, ou est-ce que normalement, je sais pas trop. Là, j'ai pas vu un angle qui me disait le rail à l'endroit là, tu te le prends direct. Ouais. Non, je suis assez d'accord avec toi, Jeff, là-dessus, sur le fait que le rail, effectivement, en fait, soit simplement, comment dire, enfin, le mur de pneus s'arrête justement pour faire en sorte que, quoi qu'il arrive, tu te manges les pneus et pas le rail. Mais c'est vrai que Mm. l'angle de vue, et la prise de caméra, la prise de vue caméra, pouvait nous indiquer que potentiellement, si tu fais deux trois coups de raquette, deux trois coups de cerceau, tu peux te retrouver dans le Ouais. rail. Ce qui peut faire mal quand tu es à plus de 300 km/h. sans compter que si on regarde l'accident, il aurait pu aussi rebondir et passer au-dessus des pneus, parce que le mur de pneus est pas forcément très haut non plus. Ah non, oui, ça c'est sûr. Là, C'est parce que vrai. là, tu te retrouves dans la forêt, bon courage. Et c'est pas beau à voir, à mon avis, ça c'est sûr. Mm. Bon, alors du coup, on parlera de Verstappen un peu plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Évidemment. De quoi on peut parler d'autre? Effectivement, grosse remontée du coup des Ferrari, parce qu'au final les Ferrari ont dû repasser au stand. Raikkonen avait le feu au cul là, pour le coup, vraiment le feu au cul, parce que Oui. son fond plein avait pris feu pendant qu'ils étaient donc évidemment au stand pour changer les pièces sur la voiture du Finlandais. Et puis grosse déception pour notre ami Nico Hülkenberg, n'est-ce pas? Qui cherche toujours un podium et manque de bol. La fois où il joue bien la stratégie, drapeau rouge, et puis regarde qui revient, Lewis Hamilton, qui va te manger tout cru en haut de l'eau rouge. Malheureusement pour Hülkenberg, toujours pas de podium. Pour un gagnant, un vainqueur des 24 heures du Mans, ça commence à faire long. Est-ce que le Hülkenberg, il est pas périmé par hasard? Je pense que par rapport à la Mercedes, il pouvait pas faire grand-chose. Malgré que la voiture, la Force India, elle marche très fort. On a vu le départ canon qu'ils nous ont fait, Pérez et Hülkenberg, ils se sont retrouvés tous les deux troisième et quatrième rapidement après Ils l'accrochage. finissent 4ème et 5ème quand même pour Force India, ce qui est extrêmement bon par rapport aux Exactement. Williams qui, elles, finissent bien plus loin. Et du coup, donc ils passent devant au classement général des constructeurs. C'est pour un point face à Williams. Mais ils ont fait une course solide, ils n'ont pas eu de soucis. On n'a pas entendu parler d'eux, mais ils ont été à leur place tout le long. Ils n'ont pas bougé quoi. C'est ça. Jeff, une remarque sur Sergio Perez ou sur Nico Hülkenberg? Bon, pour Force India en général, la Belgique, ça a toujours été leur circuit. Ça a toujours été un circuit où ils ont fait des bons résultats. Hülkenberg, c'est sûr que c'est décevant parce qu'il a toujours pas le podium. Je me demande s'il n'a pas déjà dépassé Sutil au nombre de départs sans podium. Bientôt, je pense. Je sais pas Bientôt. c'est Si qui c'est qui est pas en le cas, tête. c'est bientôt. Toujours Sutil. Je pense. Je Donc pense. oui, c'est très décevant parce que Hülkenberg, tu te dis qu'il en mérite un depuis tellement longtemps et tout, mais
à force de dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, bah finalement Hülkenberg il va peut-être prendre sa retraite et il aura toujours pas de podium. Quelle horreur. Aïe, aïe, aïe. C'est Autre- triste. C'est horrible de gagner les 24 heures du Mans et de pas avoir fait un seul podium en Formule 1, c'est quand même très très dur. Autre grosse remontée, on parle de Fernando Alonso qui partait sur la même ligne que Lewis Hamilton, qui finit 3ème, et Alonso finit quand même 7ème. Bon, il a une McLaren, il se fait déposer un peu moins fort en ligne droite que l'année dernière, mais il se fait quand même déposer un peu. Belle remontée de l'Espagnol quand même, parce que au bout d'une dizaine de tours et après le crash de Magnussen, il était déjà bien loin dans les points. Donc est-ce qu'on a vraiment, pour le coup, Honda qui a apporté de nouvelles pièces moteurs et qui n'ont pas été montées sur celle d'Alonso parce que il a une fuite d'eau, le pauvre garçon. Est-ce que du coup le monteur Honda, le vieux, marche mieux? Parce que bon, Jenson Button n'a pas eu l'occasion de trop l'utiliser en course. Mais est-ce que du coup, effectivement, est-ce que la McLaren Honda est de retour aux affaires, de retour au point pour la fin de saison et potentiellement pour 2017? À mon avis, il faut être un peu prudent avec McLaren. Effectivement, ils ont apporté de nouvelles pièces. Bon, on n'a pas vu ce que ça donnait sur Button, comme tu l'as souligné. Alonso, il a fait une belle course. Il a été opportuniste par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, la voiture l'a tenue jusqu'au bout. Elle a été performante. Bon, après, face à des Mercedes ou des Ferrari, il pouvait pas faire grand-chose. Mais bon, il a quand même tenu bon et il a même failli passer Hülkenberg quand la relance a eu lieu, quand il était 4ème derrière Hülkenberg. Jeff? Euh, pour le moteur Honda, je dirais que Button l'a pas utilisé à fond. Je crois qu'Honda a voulu limiter un peu, tester les nouvelles pièces, mais pas à fond. Ça va me prendre plusieurs grands prix, peut-être jusque Singapour. Maintenant, tu vois que Button fait 9ème en qualification quand même. Ouais, Ça prouve que le résultat, il est là. ouais. Après, Alonso, on va dire, il limite la casse en finissant dans les points. Et lui-même dit que maintenant, McLaren peut jouer les points à chaque Grand Prix. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle alors. C'est très positif. C'est très positif quand même. À savoir quand même qu'Alonso a fini juste devant Bottas et Raikkonen. Donc, quand même, hein, Oui. c'est pas mauvais, c'est pas mal. Bon, concours de circonstances évidemment, mais c'est quand même pas mauvais du tout. On parle un petit peu de Felipe Massa et surtout de son papa en fait qui tirait la gueule à chaque fois que son fils se faisait dépasser, le pauvre. Il était obligé de tirer la gueule, c'est pas possible. S'il te plaît, arrête de me filmer, tu vois bien, là je suis dans la souffrance, laisse tomber. Donc Massa assez décevant sur ce Grand Prix évidemment. Et puis 11ème, c'est Max Verstappen. Et du coup ça va nous faire une magnifique transition puisque là on va parler de la pupute du Grand Prix. Et la pupute du Grand Prix, c'est Max Verstappen. Je pense que là, il n'y a plus de général, comme on dit. On est tous d'accord sur ce point-là. Max Verstappen, c'est la pupute du Grand Prix. C'est le mec qui a pas arrêté de faire des conneries de A à Z jusqu'à la fin. Et qui finit 11ème à la porte des points alors qu'il était 2ème sur la grille. Va falloir faire le tour de la question. On a déjà parlé un petit peu du premier virage. Et là, pour le coup, on a dit qu'il n'était pas forcément énormément en cause, étant donné que Vettel vient quand même un peu serrer tout le monde. Mais alors, pour le reste, encore une fois, Verstappen et Raikkonen, ça fait des étincelles là. Hein. Ouais, bah clairement, Raikkonen qui revient fort sur Verstappen parce qu'il a plus de pneus, le pauvre. Raikkonen qui le double normal, Verstappen qui se décale encore au freinage pour le coincer et qui fait des manœuvres. Enfin, on a vu des manœuvres complètement dangereuses, à le bloquer, lui faire des queues de poisson, repasser avec le DRS et vraiment l'emmerder quoi. Il y a même eu une touchette, si je dis pas de conneries. Ouais, ouais. Donc non, pour moi c'est un pilote qui manque de maturité, qui a du talent mais qui manque énormément de maturité. Ouais. Jeff, est-ce que le pilotage dangereux, un jour, ça va vraiment lui faire défaut? On suppose que là, il va s'en prendre une dans la gueule. Si on était dans les années 80, ça fait longtemps, comme disait Angel sur Twitter, ça ferait longtemps qu'il y aurait un mec qui serait venu avec un bon coup de poing dans sa petite gueule de merde et qui lui aurait réglé son compte là. Ah bah si Verstappen s'était retrouvé contre Piquet, je pense qu'il y aurait perdu quelques dents. Ouais. C'est le Piquet, c'est le seul à avoir mis un coup de poing Pas en Formule gentil. 1, donc, c'est pour dire. Voilà. Maintenant, alors Verstappen a de la chance de se battre à chaque fois avec Raikkonen parce que je trouve que Raikkonen est gentil. Ouh oui. Depuis quelques Ouh années, je trouve qu'il s'est beaucoup assagi dans ses manœuvres. Ouh oui. Et quand tu vois que Verstappen le bloque dans la ligne droite à plus de 320 et que Raikkonen freine, ça aurait été Verlaine,
Ah là, ça aurait été magnifique. Ça aurait été beau. Ouh. Ah bah les deux voitures auraient fusionné et ça aurait été sympa. Ça aurait été beau. Donc non, Verstappen, c'est honteux parce qu'il fait 3-4 manœuvres durant le Grand Prix. Il n'y a aucune enquête des commissaires, donc aucune pénalité. Et lui, derrière, trouve le moyen de dire que pour le premier virage, donc c'est la faute de Vettel uniquement. C'était tout à fait normal qu'il soit à l'endroit où il était dans le virage, donc c'est-à-dire sur le virage. Oui, voilà. Et pour Raikkonen, que c'était absurde qu'il se plaigne de son comportement parce qu'il en faisait trop. Voilà. Voilà. Et ben voilà. La pupille du Grand Prix, c'est Verstappen. Effectivement, les manœuvres dangereuses, il les a faites et à la fois sur Raikkonen. Notamment au combe où il a essayé de faire une Hamilton en fait. Il a essayé de débraquer pour faire genre non non mon pote tu vas pas passer à l'extérieur. Et le pire c'est qu'il l'a faite sur qui? Sur une Force India. Il l'a refait sur une autre voiture. Donc preuve que Oui. c'est pas forcément que par rapport au Ferrari ou par rapport à Raikkonen. C'est par rapport à un pilotage global dans sa globalité qui fait que il est dangereux en fait complètement. Il est vraiment tout à fait dangereux ce cher Max Verstappen. Donc aujourd'hui la note de pupute du Grand Prix. Il a ce beau titre là et c'est sûr qu'il sera pas élu pilote du jour malheureusement pour lui. Et puis Ouais, à il a pas savoir intérêt. évidemment que sur Twitter ça s'est beaucoup enflammé à son sujet, notamment envers la FIA et notamment envers le hâte F1 où les mecs en pouvaient plus. Ils étaient là, non mais attendez les gars, vous donnez un 5 secondes penalty pour Felipe Nasser qui je ne sais plus a été parti off the track je crois, qui était parti un petit peu au-delà des Oui, limites de la ouais. piste et avait gagné un avantage. Mais alors Max Verstappen, on s'en fout. Ouais, Mais bon, enfin, c'est pas grave. les commissaires étaient assez, je sais pas, absents, on va dire, hein, cette course, hein. Ah, Bah, c'est ça. de même pour Alonso dans les stands, qui normalement aurait dû avoir une unsafe release par rapport à Hülkenberg. Les deux se retrouvent côte à côte à la sortie des stands et il n'y Ça a aucune touche. pénalité. Et ouais, et ça touche. C'est ça le pire. Ouais, Alors ça que touche, ça a toujours été pénalisé auparavant. Et ouais, et ouais. Aïe 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 aïe. Bon, et ben la pupute c'est fait. C'est Max Verstappen. Alors du coup on va Et la passer. FIA. Et la FIA. Alors voilà, c'était ma question. Est-ce que du coup on rajoute FIA dans le lot pupute du Grand Prix? Parce que ça a son Ah, c'est sens. mérité. C'est Je amplement pense que c'est mérité. mérité, ouais. On peut faire un package. On va faire un package Verstappen FIA pour la pupute du Grand Prix de Spa-Francorchamps en Belgique, évidemment. Alors, nouvelle rubrique, encore une fois, on découvre toutes les rubriques avec vous. On va parler, c'est l'instant saucisson. L'instant saucisson, c'est l'instant où on va parler un peu de la France. Alors, on va pas trop parler des Renault, parce que bon, les Renault, il y en a une qui a fini dans le mur, et puis l'autre qui a fini un peu plus loin, c'est-à-dire 15e avec Palmer, qui a un moment joué les points, mais bon, après c'est fini. C'était compliqué pour lui. On va surtout parler de Esteban Ocon. Esteban Ocon, nouvel arrivant en Formule 1. C'est pas la première fois qu'il mettait son petit cul dans un baquet de F1, mais c'est la première fois qu'il disputait un Grand Prix de Formule 1 tout simplement. Il avait déjà fait des tests pour Force India, il me semble, à une époque. Il avait fait des tests pour Mercedes, très content, le Toto Wolff d'ailleurs. Il avait fait des tests pour Renault aussi. Là, sur la Manor, est-ce que il est à la hauteur de Verlaine? Est-ce que c'est un bon début? Est-ce que ça n'a pas été justement un piège de le lancer dans le bain à Spa-Francorchamps en cours de saison, genre de choses, parce qu'on sait que ça peut être un peu catastrophique? Est-ce qu'il a confirmé les attentes qu'on attendait de lui? Je t'en prie, Jeff, vas-y. Je pense qu'il a joué la sécurité surtout ce premier Grand Prix. Il voulait pas en faire trop. Il voulait juste finir la course, ce qu'il a fait. Il finit devant Nasser, donc ça change déjà d'Arianto, parce qu'Arianto c'était toujours le dernier à finir à genre 30 secondes de ce qu'il était de lui. Donc là au moins Ocon c'était pas le dernier. Il n'a pas fait d'erreur pendant la course. Donc voilà. Comparé avec Verlaine, c'est impossible à faire sur une seule course. Il va falloir au moins attendre 4-5 Grands Prix. Bien sûr. Ouais. Ouais, c'est ça. Va falloir attendre de voir, hein, sur le long terme, ce que ça donne. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il a fait un bon week-end, hein, pendant les essais libres. Il a été régulièrement devant Wehrlein. Bon, pour les qualifs, ça l'a pas joué, mais pour la course, en attendant, il a ramené la voiture au bout. Il est passé à travers de toutes les petites embûches qui sont passées pendant la course, hein. Il l'a dit lui-même à la fin, hein, de la course, pendant l'interview à chaud. En tout cas, il est assez satisfait de ce qu'il a fait avec la voiture, hein, 16e place. Donc voilà. Il pouvait pas forcément rêver mieux avec la voiture qu'il avait. Et bon, bah la mettre quand même devant les Sauber, c'est une bonne perf, quoi. Ah bah oui, ça reste une bonne perf. Bon, il en est pas encore à marquer son premier point en Formule 1 comme l'a fait Verlaine en Autriche. Il s'est bien démerdé quand même et t'as complètement raison de le souligner. Jeff, ça a été un premier Grand Prix
conservateur entre guillemets où il a assuré tout simplement. Ça a été une belle perte de la part de Pascal Wehrlein. Aussi. Aussi, note artistique 10 sur 10, parce que là c'était magnifique. Non, effectivement, là sur la Manor, bon bah c'est une bonne chose. Est-ce que le Pascal, putain, est-ce que le Esteban pourrait aller l'année prochaine chez Renault? On va en parler dans quelques instants. Mais qu'est-ce que vous en penseriez de ça? Est-ce que le Esteban, il pourrait faire de la perf chez Renault? Ouais, il aurait sa place hein, dans le baquet de la Renault à la place d'un Magnussen par exemple ou même plutôt d'un Palmer à la limite. Que Magnussen il a un peu plus d'expérience parce que Palmer bon il est toujours un peu à la traîne et il n'est pas forcément super performant. Mais à la place d'un Palmer il pourrait même être plutôt pas mal et ça pourrait être pas mal comme le disait le directeur de Renault non c'était Jean Alesi, je dis une bêtise à l'interview avant la course qui disait que ce serait pas mal d'avoir ce pilote qui grandirait en même temps que l'écurie. Voilà, Jeff. Ce qui serait pas mal si on met Ocon chez Renault, c'est dans ce cas-là de le mettre avec un pilote qui a vraiment beaucoup d'expérience. Donc genre un Button ou Massa peut-être, je crois, qui avait été... Ouais. Voilà. Donc, Si tu mets Ocon chez Renault, mets-lui un bon gros pilote d'expérience qui pourra vraiment lui apprendre plein de choses. Et là, tu vas vraiment le voir gagner en maturité et devenir un très bon pilote. voilà. Alors, autre instant saucisson de ce Grand Prix, on va parler un petit peu quand même de Romain Grosjean, parce que c'est l'autre français, même si on l'a pas vu beaucoup en fait, Romain Grosjean. Il se retrouve 13e derrière Gutiérrez. Encore une fois, j'ai envie de dire, est-ce que le vent n'a pas tourné là pour Romain Grosjean, pour le franco-suisse? Complètement. Voilà, J'ai la réponse de Jeff. Non, mais voilà, c'est la Haas, j'ai l'impression, a beaucoup de mal à progresser maintenant comme voiture. Il a toujours les mêmes problèmes et Grosjean, t'as l'impression que ça lui tape plus sur les nerfs qu'autre chose. Enfin, t'as l'impression que les problèmes, ça l'énerve plus qu'il a envie de les régler. Ouais. Et Gutiérrez, lui, pendant ce temps, il se tait et il fait son petit bonhomme de chemin. Alors certes, il a toujours pas marqué de points, mais ça fait plusieurs Grands Prix qu'il finit devant son coéquipier et ça, c'est bon pour son capital à lui. Voilà. Angel. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec Jeff. Effectivement, Romain, il passe son temps à se plaindre de la voiture, de ce qui va pas sur la voiture. Il n'y a jamais une note positive avec. La seule fois où je l'ai entendu dire du bien de la voiture, c'était sur les 2 premières courses. Ouais. Et sinon, après, on l'a tout le temps entendu se plaindre, dire qu'il y avait ci qui allait pas, ça qui allait pas. Et à aucun moment, il se remet en question, par contre. Donc, Ouais. Donc là, ça commence à devenir ça, un c'est petit une- peu chaud pour son cul là. C'est ouais, une tendance. il va falloir qu'il se méfie. Ouais. Oui, Ah bah là, Jeff. Ferrari, c'est en train de faire. Ouais, c'est ça. Hein. Ah bah ça c'est sûr là, ça c'est sûr. Bon alors le pauvre Romain Grosjean là c'est sûr que ça devient un peu plus compliqué pour lui. On notera quand même la dangerosité génétique de Esteban Gutiérrez en essai libre 3 il me semble où Pascal Wehrlein est Wehrlein. sorti de l'eau rouge en faisant mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là Gutiérrez? Ouais, L'automne. Gutiérrez a toujours été dangereux, hein, Voilà. ça. Donc bon, petite note artistique encore une fois à Wehrlein qui En encore même une temps- fois avait levé la main pardon. Gutiérrez, il avait vu les champignons dans la forêt à côté, il voulait s'arrêter, il cherchait une place de parking. Il avait décidé d'aller dire bonjour aux spectateurs. Hein, et, ça partait d'un bon sentiment, hein, évidemment. Mais bon, Bah oui. voilà. Bon, ok. Alors, nouvelle rubrique, dernière rubrique, parce que oui, ça fait déjà 28 minutes qu'on recorde, les gars. Et oui, ça fait un petit moment. Punaise. Mais on va arriver sur la fin. Et du coup, la dernière rubrique, c'est le off the track. Alors, off the track, c'est faire un petit peu le bilan, évidemment, de ce Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, mais c'est aussi de se poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer après, parce que c'est ça qui est intelligent. C'est ça qui est intéressant plutôt. Pas intelligent, je sais pas, mais intéressant. Aussi. Donc du coup, on a parlé un petit peu des Ferrari en début de retransmission. On a parlé un petit peu des Ferrari. Maurizio Arrivabene, ça commence à devenir chaud pour son cul là, parce que si je ne m'abuse, ses prédécesseurs, que ce soit Stefano Domenicali ou comment il s'appelait l'intérimaire là qui est resté un an même pas là, l'autre, je sais même plus comment il s'appelait, le mec qui vendait des bagnoles, voilà, le mec qui a fait venir Vettel au final chez Ferrari, bref. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y en a eu un avant Maurizio et entre. Je fais oublier. Mais ouais. Je fais oublier. Le mec a pas marqué les esprits. Bref, donc effectivement, est-ce que ça commence à devenir chaud pour Maurizio? Est-ce que la Scuderia n'est pas autant en crise depuis un sacré bout de temps là? Parce que ça fait quand même plusieurs fois que les deux Ferrari se touchent lors d'une course.
que ça envoie au tapis ou un Vettel ou un Raikkonen, enfin au tapis, au stand en tout cas. Est-ce que là, le Maurizio, il commence pas à se dire ça commence à devenir chaud comme si c'était de la cendre de Marlboro? Je pense il doit commencer à sentir la poudre à canon des fusils qu'on lui plante sur la tempe. Parce que on est arrivé avec le début de saison en disant ouais, alors les Ferrari cette année, attention, elles vont pouvoir tenir tête au Mercedes, ça va être la fête. Premier Grand Prix, bof. Deuxième Grand Prix, plus bof. Mais alors là, maintenant, plus ça va et plus ça descend. Donc, en plus, ils font ça en cœur, hein, tous les deux. Ils s'en mangent tous les deux, donc comme ça va bien. Et j'ai peur pour le prochain Grand Prix à Monza. Faudrait pas qu'ils se loupent là, parce que là, ils vont vraiment passer pour des cons. Eh oui. Jeff. Ouais. Oh. Bah, disons que. Attends, je suis en train de chercher mes mots, parce que là, faut que ça revienne. On parle de Ferrari, c'est la merde, comment on fait? Ferrari, le problème, c'est que chaque année, on dit qu'il y a une crise chez Ferrari. Comme, en fait, depuis qu'il y a eu Jean Todt, Schumacher, Ross Brawn, avec une époque magnifique, chaque année chez Ferrari, c'est la crise. Pourquoi? Parce que c'est plus l'équipe qui domine. Et je trouve ça chiant. Ouais. C'est tout? Ou alors on t'entend plus. Jeff, on a perdu Jeff, mon Dieu, quelle horreur. Qu'est-ce qu'on va faire? Jeff. Ah, non. Bonsoir. Et... Bonsoir, je Oui. suis là. Ah, j'ai déblatéré tout seul. Oui, exactement. Ouais, alors c'est les aléas de la Alors je technique. recommence. Voilà, tu Je recommences fais s'il ma- te plaît. On je t'a fais paumé mon à petit Rose Brown monologue. et Jean Todt, ça avait l'air super intéressant. Et puis Oui, d'un coup, mais oui, mais Internet a décidé de dire euh, non, on s'en fout. c'est pas gentil Internet. Ferrari, c'est bien. Ferrari, donc on dit que chaque année c'est la crise depuis qu'il y a eu la grosse période Jean Todt, Ross Brawn, Michael Schumacher où ils gagnaient tout. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde attend que Ferrari soit toujours l'équipe qui domine. Et il y en a marre. Tu regardes des équipes comme Williams, comme McLaren. Certes, on critique qui perd, mais on le dit jamais autant que Ferrari. Laissez-les un peu tranquilles, laissez un petit peu de stabilité, gardez Arriva Bene, gardez Vettel, Raikkonen, ça se passe bien quand même. Tu regardes l'année dernière, on en avait moins parlé, ils ont fait une bonne saison. Ouais. Là, on commence à les refouler devant, bah ils se merdent parce qu'il y a tellement une pression chez eux, c'est insupportable. Ouais. Ouais, mais c'est comme tu dis, Laissez-les, hein. voilà. C'est qu'il y a une énorme pression en Italie sur la Scuderia, Mhm. sur les dirigeants de la Scuderia Ferrari. Et quand on voit les mecs se barrer du jour au lendemain et qu'on n'entend plus parler d'eux derrière, moi ça me fait flipper un peu. Bah oui. Ouais. Laissez-les tranquilles et en 2017, peut-être qu'ils arriveront à faire quelque chose. Mais il faut les laisser tranquilles, il faut arrêter de leur mettre la pression chaque année. Voilà. C'est Eh ça ben, qui est terrible. Ah, c'est beau ça. C'est un appel au secours. Ah mais oui. Mais oui, Maurizio, je t'aime. Bon, alors, autre chose. Cette course, on s'était dit, Lewis Hamilton va purger, entre guillemets, sa peine. Il va changer 15 fois de moteur pendant le week-end pour partir derrière et essayer de limiter la casse. Il finit troisième du Grand Prix. Je pense que là, on peut dire qu'il a plus que bien limité la casse. Est-ce que ça devient pas un peu trop chaud pour Rosberg qui lui a été impérial, il a fait tout le boulot, il était nickel, pas de problème là-dessus, il s'est pas fait inquiéter une seule fois pendant le Grand Prix. Mais est-ce que du coup là le Rosberg il doit pas tirer un peu la gueule en se disant putain de merde, le seule fois où je peux mettre 25 points à 0 à l'autre, c'est quand même pas de bol. C'est pour ma gueule que ça tombe. Faut que Magnussen il se mette dans le mur. Donc est-ce que là vraiment il y a peut-être un tournant du championnat parce que peut-être que ça va arriver à Rosberg aussi de devoir changer beaucoup de composants et de devoir partir dernier de la grille. Il n'y a pas encore, à part Monza, de gros circuits de vitesse en réfléchissant comme ça, mais bon, peut-être que j'ai une connerie. En Mexique, Ah oui, il y a Mexique. Merci Jeff, bravo. Il y a pourquoi Mexique. pas? Pourquoi pas? Ça peut se tenter, ça peut se tenter. Donc, votre avis là-dessus sur la suite du championnat, qu'est-ce que ça va donner pour entre Rosberg, entre Hamilton? Est-ce qu'on va enfin voir la bataille qu'on attendait, Rosberg versus Hamilton? À mon avis, non. Il y a un net avantage psychologique pour Hamilton. Donc Rosberg, on a vu, hein, il était tout euphorique en arrivant sur l'arrivée, en posant la voiture, et puis quand il a vu que Hamilton a posé la voiture à côté, son physio lui a tendu une boîte de Xanax. Et donc là, pour le coup, je pense que Rosberg, là, il rattaque la mi-saison déjà avec un handicap psychologique. Ouais, bon. Oh, Jeff.
il a quand même gagné la course, donc je pense Ouais, que ça va lui faire un petit peu de bien au moral. Après, c'est vrai qu'Hamilton fait 3e, c'est dégueulasse. Par contre, est-ce que je peux critiquer un tout petit point de règlement? J'ai Alors, envie, ça me fait du bien. vas-y, vas-y. Hamilton, tout comme Alonso, se prennent 60 places de pénalité. Pourquoi on cumule pas les pénalités sur plusieurs grands prix? Ça a Parce été que le ça cas, éviterait ce genre de manœuvre. Eh oui, ça a été le cas Voilà. auparavant, je crois, il me semble, à un moment donné, où tu devais payer tes places au fur et à mesure des grands prix. Voilà. Mais Bah, là, c'est ce qu'ont subi les McLaren l'année dernière, hein, sur la fin de la saison. Mais 150 places. je trouve que ce serait un bête. point plutôt logique. Oui, effectivement. Parce que là, effectivement, Hamilton, il vient juste tellement de se remettre un petit coussin sur le popotin, là, que, bah voilà. Effectivement, bah voilà, c'est une règle parmi tant d'autres évidemment sur la F1, qui devient un petit peu compliquée à gérer, mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est déjà 5 moteurs pour la saison, c'est quand même pas très intelligent. Ça me manque hein, évidemment l'époque des V10, l'époque des mulets aussi, où on mettait un moteur pour la qualif, un moteur pour la course, voilà ce genre de choses. Donc effectivement, là ça devient un peu complexe quoi. Bref. Autre chose à rajouter sur ce débrief, messieurs, parce ça touche à sa fin quand même. Hein. Ah, je vais dire un petit point. Un petit bon rétablissement à un mécanicien de Williams qui apparemment se serait déboîté le genou pendant la course. Avec le drapeau Pas rouge, très sympa pour lui. oui. À cause du Donc, drapeau voilà. rouge, il y a eu un petit peu trop de foufou aux alentours. Ça a été le bordel, et puis d'un coup, il s'est déboîté le genou, ça fait mal. Ça fait une Voilà. petite pensée au mécanicien de Williams. Angel, un dernier mot? Voilà. Bah, bon Grand Prix dans l'ensemble. Hein. On a eu un bon début de Grand Prix. On s'est un peu fait chier au milieu, mais sinon, bon, c'est encore Hamilton qui nous fait une remontada. Mais ça, je l'avais prévu. Hein. J'avais dit qu'il finirait sur le podium, même s'il n'y avait pas eu tous ces accrochages, je le sentais venir de toute façon. Ouais, bon, Mm. et bah c'est cool. Et bah génial. Et bah c'est sur ces belles notes qu'on va se laisser. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix d'Italie à Monza. Et là encore, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire. Surtout qu'on est en pleine saison des transferts et on en parlera un petit peu plus, de long et en large évidemment. Sauf s'il se passe beaucoup de trucs pendant la course. Vous voyez que là, il s'est quand même passé pas mal de choses. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. Évidemment, vous avez en lien les chaînes YouTube de Angel038 ici et de Jeff Harvick ici. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, c'est génial. On retrouve Angel évidemment en live aussi sur Twitch notamment. Et puis Jeff qui sort des vidéos mais à tire-larigot toute la journée, tout le temps. Bref, Une machine. C'est une machine le mec. Bref, voilà. Bon bah Ouais. écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous ça nous a beaucoup plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Et puis portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao, ciao. Salut.